comment est né Synaxis? Alors, ça vient de loin? Synaxis, ça vient de très très loin, puisque c'est le résultat de mes activités de recherche en tant qu'universitaire. Et c'est surtout le résultat d'un constat qu'aujourd'hui, les méthodologies qui étaient disponibles pour étudier le cerveau et les maladies du cerveau n'étaient pas appropriées. Donc voilà, il y a maintenant 15 ans, j'ai mis au point un protocole pour faire de la culture de neurones en 3 dimensions. Et les réseaux qu'on obtient sont comparables aux réseaux que l'on obtiendrait chez un être vivant. Et donc à partir de là est née la possibilité de remplacer l'expérimentation animale par ces mini-réseaux. Aujourd'hui, les résultats qu'on a par rapport à l'expérimentation animale, effectivement, dans le monde de la science, c'est quelque chose qui est quotidien, qui est commun, qui est classique, puisque c'est aussi beaucoup là-dessus que la pharmacologie, enfin, s'appuie profondément sur les tests. Il y a la recherche, mais ensuite, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement implanté. Cette alternative potentielle, donc liée à une modélisation 3D, à un travail qui effectivement pour effet, on va dire, effet bénéfique induit, mais qui n'est pas, à l'origine, on n'avait pas dit je vais substituer le test animal, mais c'est un effet induit, c'est un effet qui aujourd'hui... Ça a été la conclusion de 15 ans de travail. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Les méthodologies qui sont les méthodologies référentes pour les tests de pharmacologie sont nées dans les années 70. Donc, ce sont de vieux protocoles. Alors, ces protocoles, justement, anciens, fondés beaucoup sur le test animal, oui. Pour le tout, elles ont du mal à bouger aujourd'hui, profondément? Alors, elles ont du mal à bouger parce que, dans le cadre réglementaire, ce sont des méthodologies qui ont été acceptées. Donc, lorsque quelqu'un développe un médicament ou un actif, il s'appuie sur un cadre qui a été prédéterminé et préformaté par les agences réglementaires. Donc, ils ont plus de facilité à faire passer leurs produits dans ce cadre préformaté. Si on fait rentrer une nouvelle méthodologie pour la validation de ce médicament, il faut que les agences réglementaires acceptent cette méthodologie de façon à ce que le composé testé suive sa vie et passe d'une phase préclinique à une phase clinique chez l'homme. Et là où ça se fait bien, on va dire, ce sont sur des organes simples. Parce que sur le foie, par exemple, c'est quelque chose qu'on comprend bien, dont le métabolisme est facile à déterminer. Donc lorsqu'on fait un modèle en culture pour un modèle de foie, on va dire que c'est simple. Et la validation après par les instances réglementaires est plus facile. Lorsqu'on parle du cerveau, c'est plus compliqué. Parce que comment on définit que le modèle qu'on a in vitro représente vraiment ce qui se passe chez l'animal. Sachant que chez l'animal, on ne peut pas faire les mesures qu'on fait in vitro. Mais in vitro, on ne peut pas faire l'étude de comportement qu'on a chez l'animal. Donc comment faire le bridge entre ce que l'in vitro ne peut pas apporter, qui est le comportement, et ce que l'animal ne peut pas apporter, qui est la pharmacologie très précise que l'on obtient sur des modèles 3D. Alors comment peut-on faire ce bridge, ce pont entre les deux? Puisque c'est un peu l'enjeu aussi pour Synaxis. C'est tout à fait notre enjeu au quotidien, c'est d'arriver dans les mesures que l'on réalise à faire le bridge entre ce qui est obtenu in vivo et ce que l'on est capable de mesurer in vitro. Donc typiquement chez l'animal, le comportement, on n'arrivera jamais à le reproduire, parce qu'on n'a pas un être vivant qui va se déplacer, qui va résoudre un problème de déplacement logique ou de task, comment ça s'appelle, de tâches précises,
Par contre, tout ce qui est enregistrement type EEG, électroencéphalogramme, qui sont faits sur l'animal pour suivre ce qui se passe dans l'activité pendant qu'il réalise ses tâches, on peut le faire. Donc pendant des années, toute la partie vitro, parce que l'activité cérébrale se fait sur plusieurs bandes de fréquences. Pendant des années, on s'est focusé sur une bande de fréquences qui était une bande de fréquences très rapide, de façon à résoudre des événements uniques d'un flux entre deux neurones. Et cette bande de fréquences, évidemment, on ne l'a jamais chez l'animal, parce qu'il faut être au contact des cellules pour arriver à la mesurer. Et pour des raisons techniques, toutes les autres bandes de fréquences, qui sont les bandes de fréquences qu'on mesure dans le EEG, avaient été ignorées. Et donc maintenant, sur nos modèles 3D, on réexplore toutes ces bandes de fréquences et on essaie de raccorder ce qu'on observe in vitro et ce qui est mesuré in vivo dans différents cas pathologiques. Ce qui veut dire qu'en fait, cette technologie, si elle permet de réduire très en amont le test animal, à un moment, on ne peut pas s'en affranchir. On ne pourra pas s'affranchir de tout, parce que le comportement, on ne l'aura jamais. Et tout ce qui est toxicologie réglementaire d'un composé sur l'ensemble des organes, on ne l'aura jamais en dehors de chez l'animal. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la majorité des animaux qui sont sacrifiés dans des expériences sont sur des expériences qui sont complètement amont et sur des modèles qui ne sont pas nécessairement pertinents. Voilà, il y a aussi un problème de fiabilité au-delà de... Là aujourd'hui, on va prendre un des modèles qu'on a développé qui est un modèle autiste. Aujourd'hui, si on utilise la même méthodologie qui est utilisée chez l'animal pour induire l'autisme, on a un 100% de résultats sur nos modèles. C'est-à-dire que 100% des mini-cerveaux qu'on développe vont développer une forme d'autisme et on va pouvoir le caractériser de 0 à la fin de vie du mini-cerveau. Ces protocoles-là, quand on les induit chez l'animal, il y a simplement 10% des petits rats qui naissent qui vont avoir un phénotype autistique. Ce phénotype, on ne le découvrira que 10 à 15 jours après la naissance. Parce que ça va être fait par comportement. Parce que c'est est-ce qu'ils vont être sociables, est-ce qu'ils ne vont pas être sociables, et c'est comme ça qu'on les identifie dans une portée et qu'on fait des études après. Alors ça veut dire qu'avec ces modèles-là, déjà on ne sait absolument pas ce qui s'est passé en amont, puisqu'ils vont être détectés au bout de 10-15 jours. Donc on commencera à étudier le film à partir de là. Et tous les autres petits rats qui sont nés et qui ne sont pas portés, qui ne sont pas porteurs, seront sacrifiés pour rien. Et ça, c'est dans le cas de l'autisme, mais c'est la même chose dans le cas d'Alzheimer. Dans le cas d'Alzheimer, la forme d'Alzheimer développée par la souris n'a rien à voir avec nous. On n'a pas les mêmes isoformes de protéines, on n'a pas le même comportement. Donc, pourquoi continuer à sacrifier des souris pour Alzheimer, alors que ce qu'on obtient, ça n'a rien à voir avec nous. Pourquoi il y a des réticences à intégrer ces modélisations 3D aujourd'hui ? Alors, réticence, c'est peut-être pas le mot, mais pourquoi est-ce que ça irait pas plus vite, puisque manifestement, si tant est que ça soit pas la solution absolue, ça permet d'améliorer considérablement le process. Il y a un gros travail. Pour développer le modèle autiste, on a mis 3 ans. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc il faut des ressources. On a bénéficié d'un financement de l'Agence nationale de la recherche pour développer ce modèle-là. Plus nos fonds propres pour arriver à ce même niveau de détail pour Alzheimer, c'est un autre... Pourquoi les industriels du secteur ne sont pas plus intéressés, entre guillemets, à venir vers des solutions comme celle-ci qui peuvent apporter en fiabilité, en économie aussi et en image, au fond aussi, pour certains?
Oui. Alors, l'image dans la neuro, c'est pas comme dans le cosmétique. Parce qu'on ne touche pas, la même corde chez les gens. Donc, ils considèrent que pour un problème comme les maladies neuronales, la santé, ça mérite, sacrifier des animaux reste pertinent. Les industriels sont tout à fait conscients des limites des modèles animaux. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue statistique, le taux de succès de la mise sur le marché de médicaments pour le système nerveux, c'est catastrophique. Il y a moins de 20% des molécules qui arrivent en phase 3 et la plupart sont encore abandonnées parce que le niveau de pertinence, d'efficacité du médicament quand il est arrivé là, ne leur donne pas des espoirs de mise sur le marché dans des conditions commerciales satisfaisantes. Donc il y a un gros problème. Donc c'est des investissements très importants qui passent en profit et en perte. Tout à fait. Donc ils se désengagent. C'est le yo-yo des groupes pharmaceutiques vis-à-vis de la neuro. Si on y va, on s'en va, on y va, on s'en va. Donc l'air du temps, dans l'air du temps, avec la mise sur le marché d'un nouveau médicament Alzheimer, les gens commencent à se dire que la période d'incertitude sur le système nerveux est en train de disparaître et que donc c'est un endroit où on peut réinvestir vers les technologies qui émergent de façon à accélérer ce développement et à faire partie de ce succès-là. Enfin, il y a une partie d'anticipation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels qui fournissent les animaux pour l'expérimentation animale sont en train de prendre le virage 3D. Ils sont en train. Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que ils ne peuvent pas aller contre-courant, même si la norme et la standardisation n'est pas complète, on n'en est pas très loin. Et ces structures-là ont la capacité industrielle de travailler à l'échelle à laquelle ils travaillaient chez les animaux. Et donc de remplacer leur business animal par leur business vitro. Donc ça va se faire. La question c'est à combien de temps? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est une question, quand on fournit 100, enfin je dis n'importe quoi, 100 petits rats, parce qu'on les fournit à des labos, ces mêmes entreprises peuvent fournir 100 modèles de mini-cerveaux de petits rats? Alors pas de mini-cerveau, mais pour le foie, oui. Ils peuvent... Des modélisations 3D? Oui. D'accord. Et donc il y a toute une réorganisation en ce moment où ces grosses sociétés sont en train d'absorber des petites structures pour faire rentrer les compétences, pour commencer à se positionner sur ces technologies et sur ce marché, puisque tout le monde sait que l'expérimentation animale, il faut que ça s'arrête. Donc il y a un certain nombre de laboratoires qui vont faire de la résistance parce que ils ont un modèle de souris unique et ils vont continuer à s'accrocher à ce modèle de souris unique, mais c'est la fin. Quelles sont les espèces qui sont concernées par l'expérimentation animale? Alors ça va des invertébrés aux primates. Donc du poisson, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le poisson. Après on passe sur vertébrés rongeurs, souris rats. Et pour le système nerveux, on passe sur les primates, marmousets, macaques, et ce sont des expériences qui sont très dures. Après, sur d'autres pathologies, on a le lapin, le chat, le chien. C'est assez traumatisant de travailler avec ces animaux. Vous, personnellement, votre rapport au monde animal, quel est-il? C'est un... Quand vous êtes allé vers cette recherche, alors c'est pas ça qui a motivé votre... Mais est-ce que ça a eu une part, au fond?
C'est en filigrane. C'est en filigrane sur tout ce que, sur tout ce que je fais. Avant de me lancer dans la recherche, mon premier souhait d'orientation, c'était de devenir vétérinaire. Donc, malheureusement, le cursus français étant ce qu'il est, pour un dyslexique, c'est impossible d'avoir le concours. Donc voilà, j'ai changé d'orientation et je suis partie faire un cursus de physique-chimie, mais avec un bagage de biologie qui fait que la biologie a été le corollaire de tout ce que j'ai fait après dans ma vie. Et cette connexion matérielle au vivant, c'est quelque chose qui a été essentiel pour développer les protocoles et c'est quelque chose qui me suit surtout. Votre animal préféré, votre animal totem, c'est quoi? Mon animal totem? S'il y en a un. Je dirais la tortue de mer. Pourquoi? Alors c'est quelque chose que j'avais pas réalisé. Et il se trouve que c'est le pendant de mon signe terrestre. Je l'ai choisi sans le savoir. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc je me suis aperçue que donc je suis un petit taureau bien ancré, bien connecté au sol, à la terre. Et donc la partie marine se trouve être la tortue de mer. C'est le symétrique, à part qu'on est dans l'eau, dans l'océan, et avec d'autres perspectives que simplement le sol. Pour l'anecdote, j'avais un projet de sculpture à faire, et instinctivement, j'ai voulu faire une tortue. Et tout le monde me demandait, mais pourquoi une tortue? Mais je sais pas, j'aimais la forme, j'aimais ce que ça représentait, j'aimais le calme, la placidité de la tortue, le fait qu'elle prenait son temps pour explorer, pour évoluer. Et donc c'est qu'a posteriori que j'ai compris qu'en fait, oui, c'était moi, mais l'autre moi.